quand on explore une image, on fait intervenir de nombreux mécanismes. C'est un enchaînement de fixation, la pose du regard sur une zone où il y a un élément intéressant qu'on va chercher probablement à identifier, ou du moins quelque chose qui va accrocher le regard, et puis des saccades qui vont traduire l'exploration de l'image. La stratégie de regard met en jeu à la fois la vision centrale et aussi périphérique. C'est un peu la synthèse de tous les tests qu'on a pu voir précédemment, mais également en jeu de nombreux facteurs cognitifs, attention, apprentissage. On va voir ça un petit peu par la suite. Importance de la consigne. Ça, c'est l'étude classique que vous trouverez partout de Yarbus qui montre que si vous laissez le patient faire une exploration libre, vous avez une grande variété dans les explorations, dans ce qui est enregistré au niveau du parcours oculaire. C'est rarement reproductible d'un sujet à l'autre. Par contre, si vous donnez des consignes, par exemple, vous demandez l'âge des personnages, eh bien là, vous aurez un pattern d'exploration beaucoup plus standardisé. Et ça va dépendre de la consigne. Suivant la consigne, vous aurez un pattern différent parce que la personne cherchera à répondre à vos questions que vous avez posées. Ça dépend de nombreux autres facteurs. Je vais juste en mentionner un autre, c'est l'apprentissage. En présentant une scène de ce type, vous le répétez une nouvelle fois, soit le patient va avoir mémorisé ce qu'il avait répondu précédemment, donc même pas explorer l'image, soit si c'est une nouvelle image avec la même consigne, il sera peut-être plus rapide, plus efficace. Donc il y a un facteur d'apprentissage, un facteur de mémorisation. Dans la conception même des protocoles de test, il faut faire très attention à tous ces facteurs-là. Sur nos appareils, donc on peut faire ces examens de stratégie du regard à la fois sur le mode CV3 et sur le mode PAC-1. On peut enregistrer les mouvements oculaires sur tous les appareils, mais si on veut étudier la stratégie du regard, il faut présenter des images, donc il faut un écran. Actuellement, le mode de fonctionnement, c'est de détecter la position des pupilles par rapport à une pastille réfléchissante. Alors pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire la différence entre un mouvement de tête. En cas de mouvement de tête, les pupilles et la pastille vont se déplacer en même temps, alors que si vous avez un mouvement de rotation des yeux, vous allez avoir un déplacement de la pupille par rapport à la pastille. L'intérêt de cette pastille par rapport à d'autres techniques, je pense en particulier à la mesure de la pupille par rapport au reflet cornéen, il est double. Un, c'est qu'on peut atteindre des excentricités plus élevées, parce que généralement le reflet cornéen, on va le perdre dès que l'excentricité du regard dépasse 15, 20, 25 degrés. On va avoir des soucis pour le reflet cornéen quand il y a des larmes, puisque ça va créer des reflets parasites. On va avoir aussi des soucis quand le patient porte un verre correcteur, toujours pour des problèmes de reflets parasites. La pastille, c'est un objet facile à identifier et aussi plus gros, donc ça permet plus de précision. L'inconvénient, c'est si on la pose sur la peau, en particulier lorsqu'on fait des mouvements verticaux, il y a un déplacement de la peau sur le visage qui fait qu'on a beaucoup moins de précision ou on perd en précision pour certains types de mouvements. Donc on a développé ce petit dispositif qui se fixe sur le nez, sur lequel on pose la pastille et ce qui permet d'avoir une bien meilleure stabilité. Sur nos appareils, vous allez avoir deux versions de caméra. En standard, sur tous nos appareils, il y a une caméra de 30 images par seconde, 30 Hz. Par contre, si vous voulez analyser des saccades, c'est-à-dire étudier leur vitesse, étudier leur latence, cette fois-ci, il faut absolument avoir une fréquence de mesure plus élevée. Et là, nous avons une solution à base de caméra 200 Hz avec ce qu'il faut au niveau de l'informatique pour traiter en temps réel ces images. Une première application, c'est la lecture. Vous voyez ici un sujet normal qui lit. On peut enregistrer de façon simultanée la vidéo. Ça va un peu ralentir la fréquence, mais ça permet de mieux documenter des problèmes s'il y en a. Les fixations se font sur certains types de mots. Ça, je vais passer rapidement. À l'issue de cet enregistrement, le programme va de façon automatique identifier toutes les fixations, les visualiser en fonction de leur durée. Donc ici, vous voyez la taille de ces petits ronds correspond à la durée des fixations.
Ça permettra facilement de mettre en évidence des patients qui ont besoin de temps de fixation plus important pour arriver à lire correctement. Vous allez également avoir beaucoup d'autres informations qui sont le nombre de fixations, donc la durée moyenne, bon bien sûr la durée totale nécessaire pour lire ce texte, mais également le diamètre de la pupille, les clignements, et puis un élément aussi très intéressant dans la lecture, c'est le nombre de saccades dans le sens de la lecture et le nombre de rétrosaccades, les retours en arrière. Alors bien sûr, il y a un retour en arrière à l'issue de chaque ligne pour passer à la ligne suivante, mais aussi quand un patient qui a des problèmes de compréhension, il va faire de nombreux retours en arrière pour relire ce qu'il a mal compris. La stratégie, c'est pas seulement la lecture, ça peut être aussi des tests, par exemple du dénombrement. Là, c'est un test qu'on avait réalisé sur des enfants de 3 ans. Donc là, la tâche était de dénombrer le nombre de nounours. À 3 ans, ils ont appris certaines façons d'explorer des images. Et donc, il y a un changement important autour de cet âge-là dans la façon d'explorer une image. Et on voit apparaître de plus en plus de systématisation dans l'exploration. Et donc, voilà le bilan qu'on obtient à l'issue. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, voir si certaines zones ont été explorées de façon systématique ou si certaines zones ont été ignorées. Comment ça se réalise en pratique? Très sommairement, on met donc la pastille. Il faut quand même une calibration et sur nos appareils, on a fait le choix de faire une calibration simplifiée. Un seul point. Ce qui fait qu'à l'issue de l'enregistrement, généralement, on va avoir un tracé qui ne sera pas parfaitement superposé. La fixation d'un point va permettre de corriger un décalage, mais pas forcément un changement de grandissement. Cette absence de calibration n'empêche pas qu'on peut faire l'analyse malgré tout. Elle ne dépend pas de la calibration, donc on aura de toute façon le nombre de fixations, leur durée moyenne, le diamètre de la pupille, toutes ces informations, on les aura déjà. Et généralement, dans ce bon nombre d'applications, c'est pas nécessaire d'avoir une superposition, ça ne sert pas à grand chose. Alors, si on veut obtenir une superposition pour voir de façon plus détaillée ce qui s'est passé, on peut utiliser les flèches du clavier. Donc, à l'aide des flèches du clavier, on va pouvoir ajuster le grandissement, éventuellement corriger l'offset. Et c'est pour ça qu'en pratique, on va généralement présenter le texte encadré de petites étoiles en demandant aux patients de fixer ces 4 petites étoiles à l'issue de son exploration, ce qui nous permettra de mieux recentrer le texte, comme vous le voyez ici. Mais bon, il y a quand même une certaine imprécision dans la mesure, et donc on ne peut pas s'attendre à avoir avec cette technique une précision sur la lettre de chaque mot. Ça, c'est, à mon avis, pas réalisable avec les techniques de vidéocliographie.